Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Franchement, l'autre jour j'étais sous la douche et je me posais une question, je me disais mais ça fait 5 ans que je vous raconte des histoires, plusieurs fois par semaine, et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils en ont marre? Parce que oui, les histoires sont différentes, mais ça reste quand même généralement les mêmes mécaniques, et ça fait 5 ans que je vous en raconte, ça veut dire que j'ai 300 et quelques vidéos sur la chaîne. On peut imaginer 2 histoires en moyenne par vidéo, donc 6 à 700 histoires. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous en avez pas marre, en tout cas, j'imagine que non, parce que sinon vous regarderiez plus les vidéos. Mais voilà, c'est une question que je me posais l'autre jour sous la douche quand je pensais à ma vie. Donc voilà, ça m'arrive souvent. Toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est vraiment le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez m'offrir, et ça m'aide énormément. Venez me rejoindre aussi sur Instagram, et moi je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous vous trouvez, et on est parti pour la première histoire du jour. Cette première histoire, mes amis, c'est celle d'une jeune fille qui a 25 ans et qui s'appelle Elina. Elina nous raconte qu'elle vit seule dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie et elle a une routine assez tranquille. Travail, sport quand elle a la motivation et surtout, elle nous donne une information très importante pour l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle adore par-dessus tout et ce quelque chose, c'est les fleurs. C'est son truc à elle, elle en a beaucoup chez elle, elle adore offrir des bouquets pour tout et n'importe quoi. Ça peut être quand on l'invite à dîner, pour un anniversaire ou même quand elle rend visite à une copine qui est malade. Enfin bref, chez elle, les fleurs c'est une manière de dire merci ou simplement de faire un cadeau. Du coup, pour se provisionner en fleurs, elle va toujours dans une petite boutique qui se trouve en bas de chez elle. C'est pas une grande enseigne, c'est un petit magasin avec une petite vitrine qui se situe entre un coiffeur et une épicerie. Et Elina, elle a fini par adorer cet endroit parce que c'est vraiment pas cher. Alors forcément, elle ça l'arrange, du coup elle y revient à chaque fois qu'elle a besoin de fleurs. Notre amie, elle nous raconte que le fleuriste, lui, il a l'air ravi à chaque fois qu'il la voit, donc c'est assez cool, ça se passe toujours très bien. Au début, ce fleuriste, elle le trouve très sympa, il lui dit toujours bonjour avec un grand sourire. Il lui demande même comment elle va, il lui recommande certaines fleurs plutôt que d'autres. Donc ça a l'air d'être un commerçant qui est très content de revoir une cliente régulière, mais plus les semaines passent, plus Elina, elle remarque que le gars a une mémoire bien trop parfaite, dans le sens il se souvient d'absolument tout ce qu'elle achète, et quand je vous dis qu'il se souvient de tout, c'est carrément il se souvient du bouquet exact qu'elle avait pris pour l'anniversaire de sa tante, il se souvient même du prénom de sa meilleure amie, ou parfois il lui demande même si le monsieur avec le bouquet blanc, eh bien est-ce qu'il a aimé sa surprise. Et ça on est d'accord, c'est des détails, si vous êtes vendeur dans un magasin, vous en souvenez pas forcément. Elina, elle sourit, elle répond poliment parce qu'elle ne veut pas paraître trop froide, mais ça commence déjà à la déranger un petit peu parce que ça se voit qu'il veut créer un lien avec elle, alors que concrètement, elle en a rien à péter, elle veut simplement acheter ses fleurs, tout en restant polie et gentille, mais ça s'arrête là. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrête gentiment de lui dire pour qui sont les bouquets et même pour quelles occasions elle les offre. Sauf que le fleuriste l'a remarqué, du coup, il force un tout petit peu pour savoir ses infos. Par exemple, lorsqu'elle achète un bouquet, il lui demande: il est pour qui celui-là? Est-ce qu'il est pour quelqu'un de la famille? Ou parfois il lui demande même: ce bouquet il est plutôt cher, est-ce que c'est pour une occasion particulière? Donc encore, pour ne pas paraître impolie, elle répond vaguement, elle rigole un petit peu avec lui, mais bon, ça commence à être légèrement relou. Au fond, elle commence à se dire qu'après tout, elle n'a pas besoin de se justifier, elle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle achète ce bouquet ou ces fleurs-là, parce que après tout, c'est normal d'aller au magasin sans devoir raconter sa vie. Un jour, elle est en train de remarcher vers chez elle en tenant son bouquet dans la main, et elle réalise un détail qu'elle n'avait pas capté jusqu'à maintenant, c'est que la boutique, elle a une vue directe sur l'immeuble où elle habite. En fait, si le fleuriste est derrière son comptoir, il voit parfaitement qui sort et qui rentre à quelle heure, donc ça la met légèrement mal à l'aise. Elle se dit qu'après tout, il n'a aucune raison de l'observer et que peut-être le fleuriste n'a même pas capté, mais elle nous confie qu'avec la sensation qu'elle a depuis un petit moment, elle n'arrive pas à complètement oublier cette idée que le mec la stalk. Donc ce qu'elle fait, quand elle rentre chez elle, c'est qu'elle ferme tous les volets pour être sûre et certaine que personne ne peut voir l'intérieur de chez elle, et les jours qui suivent, elle essaye d'espacer légèrement ses visites chez le fleuriste, non pas parce qu'elle n'aime plus les fleurs, mais parce qu'elle sent ce petit truc chelou, genre cette impression d'être un peu trop regardée, et pourtant, en y allant moins souvent, elle tombe quand même sur ce monsieur à des moments où elle ne s'y attend pas du tout. Du style un matin, lorsqu'elle descend chez elle pour aller prendre un café, le gars, il est devant sa boutique en train de balayer, il s'arrête quand il la voit passer et il lui demande si elle a bientôt une nouvelle occasion spéciale pour revenir dans sa boutique. Notre amie, elle essaye de répondre vite fait, vaguement, en continuant son chemin, mais derrière elle, elle sent le regard qui est très insistant dans son dos. Depuis ce moment-là, elle nous raconte que quand elle rentre chez elle, elle regarde systématiquement si la boutique est encore ouverte. Parfois, elle voit la silhouette du fleuriste qui est derrière la vitre, complètement immobile, comme s'il attendait quelque chose. Vous imaginez bien, ce quelque chose, on peut très bien imaginer que c'est Elina. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de reprendre ses esprits, elle secoue la tête et elle se dit que, après tout, c'est peut-être elle qui se fait des films, que le mec, si ça se trouve, c'est juste un gars qui est très gentil, comme il en existe beaucoup. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'Elina, c'est aussi quelqu'un de profondément gentil. Du coup, au fond d'elle, elle se dit, mais peut-être que ce gars, je suis en train de lui faire de la peine, parce qu'après tout, il veut juste m'aider, il veut juste être gentil avec moi. Donc, en allant moins dans sa boutique,
bah je lui fais moins de chiffre d'affaires, je l'aide moins à gagner sa vie. Donc elle continue d'aller acheter ses fleurs là-bas. Et mes amis, Elina elle nous raconte que plus elle rend visite à ce fleuriste, plus les rencontres sont extrêmement bizarres. En gros, il l'accueille avec toujours plus d'enthousiasme. C'est un peu comme si chaque visite d'Elina, pour lui, c'était l'événement de l'année. Il a toujours un énorme sourire, il lui raconte des anecdotes sur tous les clients, sur les fleurs qui se vendent le mieux, etc. Mais au final, il ramène systématiquement la conversation à elle en disant des trucs du style « Vous n'êtes pas passé depuis une semaine, je pensais que vous aviez trouvé une autre boutique. » Donc Elina, elle esquive un peu le sujet, elle sourit poliment, mais rien n'y fait. Chaque échange, ça la met sur les nerfs, mais en même temps, elle a pas envie d'arrêter de venir parce que, après tout, les fleurs, elles sont quand même bon marché. Et encore moins à cause du fait que le mec est un petit peu lourd. C'est ridicule, alors elle essaye de minimiser tout ça, de trouver des excuses rationnelles et de se convaincre que c'est un commerçant trop bavard. Et ça s'arrête là. Un soir, en rentrant chez elle, Elina voit quelque chose qui est accroché à sa porte d'entrée. Donc elle s'approche et elle regarde de quoi il s'agit. Et quand elle s'en aperçoit, elle reste plantée devant sa porte, complètement incapable de bouger parce que sur sa poignée, il y a un sachet en plastique qui flotte avec le courant d'air et lorsqu'elle l'ouvre pour voir de quoi il s'agit, elle reconnaît tout de suite qu'il s'agit d'un bouquet de fleurs. Donc elle regarde les caractéristiques de ce bouquet, que ce soit la forme, les couleurs, la disposition ou même le ruban. Et mes amis, ce bouquet c'est exactement le même qu'elle avait acheté en bas de chez elle pour son amie parce qu'en fait, elle nous raconte que sa meilleure amie, il y a quelque temps, elle a perdu sa mère et que pour les obsèques, eh bien Elina avait fait préparer un beau bouquet. Et dites-vous que là devant sa porte, il y a exactement le même. Là, on est d'accord, c'est pas un simple geste gentil, c'est pas un cadeau, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement glauque et en plus, ça veut dire que le mec, il sait exactement où notre amie elle habite. Bon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre chez elle avec le bouquet dans la main, elle le pose sur la table et elle tourne autour un peu comme si elle voulait l'observer sous chaque angle. Elle se dit qu'elle doit se tromper, que ça ne peut pas être volontaire d'envoyer un truc comme ça. Peut-être qu'il s'est simplement dit qu'elle aimait ce style de bouquet et qu'il a simplement voulu lui en offrir un. Mais bon, on est d'accord, la coïncidence, elle est particulière quand même. Et surtout, souvenez-vous du personnage. Ça veut dire que c'est un mec qui se souvient d'absolument tout, que ce soit les personnes à qui sont destinés ces bouquets ou même les occasions. Donc il sait très bien que le bouquet qu'il lui a offert, il est attaché à quelque chose de morbide. Une mort, un décès. Donc, on est d'accord ? C'est chelou. Bref, les jours passent et Elina nous raconte qu'elle fait un petit peu semblant d'oublier cette histoire. Elle sait qu'elle va bientôt devoir retourner au magasin parce que c'est la fête des mères et c'est la seule boutique qui se trouve pas loin de chez elle et qui plus est, n'est pas très chère. Le jour J, elle hésite toute la matinée à aller dans cette boutique et finalement, elle s'en fout. Elle veut ses fleurs, elle en a rien à foutre du fleuriste. Et ça, elle se le répète au moins 10 fois en descendant les escaliers de chez elle. Quand elle pousse la porte du magasin, le vendeur lève la tête tout de suite comme s'il l'attendait et il lui dit « Ah, Elina, ça fait très longtemps. » Donc elle sourit poliment, elle dit qu'elle veut simplement un petit bouquet pour sa maman. Et là, il lui répète « Ah, pour ma maman. » Un petit peu comme si ça l'amusait. Il lui dit « T'inquiète pas, j'ai quelque chose d'unique pour toi, quelque chose de vraiment spécial. » Et Elina, elle lui dit « Non, un simple bouquet classique, ça me suffira. » Le mec insiste comme si c'était super important et il lui dit « Non, je te promets, tu vas adorer. Viens, je te montre. » Bon, Elina, elle hésite, puis elle finit par le suivre. Mais bon, elle le fait simplement par politesse parce qu'elle en a rien à péter de ce qu'il va lui montrer. Le commerçant ouvre la porte de la petite pièce qui se trouve dans l'arrière-boutique et il l'invite à passer. Elle s'attend à voir des cartons, des fleurs en surplus ou du bazar. Mais la première chose qui la frappe, c'est le froid qui règne. Là, l'air il est glacé, comme si elle entrait dans une chambre froide d'un restaurant. Du coup, elle est un petit peu surprise, elle recule, sauf que lui, il est juste derrière, et il referme la porte en lui disant « T'inquiète pas, c'est normal, c'est simplement à cause de l'humidité, parce que oui, les fleurs, je dois les garder au frais. » Bon, Elina ne dit rien, elle avance simplement d'un pas, parce que de toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Et quand elle entre dans la petite pièce, elle comprend pas tout de suite ce que le fleuriste veut lui montrer, parce qu'il lui dit simplement « Regarde, ce sont des bouquets », un peu comme s'il l'invitait à choisir quelque chose dans un catalogue. Ensuite, il lui montre des fleurs qui sont séchées sur une étagère, ou même des compositions que lui-même a créées. Donc Elina, elle avance, elle a les bras qui sont serrés le long du corps parce qu'elle a juste trop froid, et là, elle remarque un détail qui est bizarre. À gauche, il y a un mur, donc vous allez me dire « Melvin, c'est un mur ?» Sauf que oui, mais ce mur, il est rempli de petites photos carrées, un peu style Polaroid, qui sont accrochées les unes à côté des autres. Et Elina, elle pense juste qu'au début, c'est des clients qui sont contents ou des membres de sa famille. Mais non, ces photos, elles ne ressemblent pas du tout à ça, parce que chaque image montre une personne qui tient un bouquet, et chaque bouquet, c'est une de ses créations. Et le plus troublant, c'est que la personne qui le tient, elle regarde droit dans l'objectif, le corps crispé, avec un sourire qui a l'air extrêmement forcé. C'est un petit peu comme si derrière l'objectif, il y avait quelqu'un qui lui disait « Écoute, tiens-toi droit, fais genre que t'es heureux ou heureuse. » Et Elina, elle nous raconte que certains, ils ont carrément l'air gênés, d'autres un petit peu mal à l'aise. Et ce qui la frappe, c'est que toutes les photos, elles sont prises sous le même angle, avec la même lumière, et toujours
à la même distance. Là, le fleuriste s'approche d'elle doucement et il lui dit de choisir la photo sur laquelle elle trouve que le bouquet est le plus beau. Comme ça, eh bien, elle pourra lui créer le même pour sa maman. Elina, elle se tourne vers lui, un petit peu perdue parce qu'elle ne capte pas trop ce qu'il veut, et il lui répète « Choisis la photo du bouquet que tu veux et je vais te refaire exactement le même. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai fait entrer dans cette pièce. » Bon, Elina, elle jette un œil au mur, encore une fois, et les bouquets, ils sont pas tous pareils, il y en a qui sont énormes, d'autres minuscules, certains très colorés, d'autres sans couleur. Donc elle regarde attentivement les photos, et là elle voit une femme qui sourit avec un bouquet pastel dans les bras. Donc elle lui montre la photo, et elle lui dit que ce bouquet, il lui plaît bien. L'homme décroche la photo du mur, il la prend dans ses mains, il regarde derrière, et c'est comme s'il lisait une petite phrase. Peut-être que c'est les fleurs qu'il a utilisées, ou les couleurs qu'il a utilisées pour la composition. Puis, une fois qu'il a lu ce qui était derrière la photo, il la raccroche au mur. Là, il lui dit « Ne bouge pas, je reviens avec ce qu'il faut. » Bon, Lina, elle se retrouve seule dans la pièce, et vu qu'elle n'a rien à faire, elle regarde encore les photos qui sont accrochées au mur, et vraiment, lorsqu'elle les regarde, elle ressent ce sentiment de malaise. Pourquoi est-ce qu'il y a des putains de photos qui représentent des gens qui tiennent des bouquets de fleurs dans une arrière-boutique? Et surtout, on dirait que toutes ces personnes ont un balai dans le cul, donc c'est bizarre. Et à un moment, Elina, sur une des photos, elle bug. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la photo, elle reconnaît une voisine qu'elle n'a plus vue depuis très longtemps. Et lorsqu'elle voit cette photo, ses yeux, ils regardent vers la droite. Et là, quelque chose la frappe. En fait, il y a une armoire avec d'autres photos. Sauf que, cette fois-ci, les photos, ce n'est plus des gens qui sourient avec un bouquet. C'est bien plus glauque que ça. Parce que sur les photos, il y a des gens qui sont allongés, avec les yeux fermés, les bras le long du corps, et des bouquets qui sont posés à côté. Ça ressemble à une mise en scène très macabre, et sur certaines photos, on a l'impression que les gens sont juste en train de dormir, un petit peu comme s'ils posaient, mais sur d'autres, Elina nous raconte qu'on n'arrive pas à faire la différence si la personne est en vie ou si elle est canée. En voyant ça, logiquement, elle panique, elle veut sortir tout de suite, donc elle tourne la tête pour partir de là où elle est venue, sauf qu'elle s'arrête net, parce que le mec est près de la porte, il la regarde droit dans les yeux, avec un sourire de troubadour, et là, elle remarque un truc, un petit détail sur son tablier blanc. Il y a un petit point rouge. Dites-vous qu'ils sont là, tous les deux, immobiles pendant quelques secondes, et on dirait que ça passe comme une éternité. Elina, elle essaye de faire comme si elle n'avait pas vu cette trace de sang, ni même ces photos qui sont derrière. Sauf qu'au même moment, il se rapproche d'elle, et elle voit bien que dans sa ceinture, en fait derrière, il a un truc très tranchant. Visiblement, c'est des ciseaux, donc on peut imaginer que c'est des ciseaux qui servent à couper les fleurs. L'homme sourit, Elina, elle lui dit pas aujourd'hui. Elle tente de passer sur le côté, mais lui, il la bloque. Du coup, elle prend une grande respiration et elle fait un peu un geste qui, selon elle, est complètement désespéré. C'est qu'elle pousse un des meubles, c'est en fait l'étagère où il y a les bouquets. Et elle la pousse suffisamment fort pour qu'en fait elle tombe sur le mec. Et forcément, lui, il doit la retenir. Elle, pendant ce temps, elle en profite pour se barrer. Et en courant, elle nous raconte qu'elle se prend le genou dans une table, elle est à deux doigts d'hurler. Mais elle continue. Elle arrache presque la poignée de la boutique, elle sort, elle court et surtout, elle hurle. Et du coup, il y a des passants qui se retournent. Et c'est là qu'elle leur dit, le fleuriste, il m'a amené là derrière. Il avait du sang sur son tablier, un ciseau dans la poche. Donc, s'il vous plaît, appelez les flics. En fait, elle n'arrive même pas à formuler sa phrase, tellement elle tremble. Mais heureusement, un des passants, il comprend très vite que la situation est dramatique. Du coup, il appelle la police. Une patrouille arrive très vite sur place, elle leur explique tout ce qu'elle a vu. Et ils n'attendent pas une seule seconde et ils foncent dans la boutique. Elina, elle reste dehors, appuyée sur un mur, histoire de ne pas se péter la gueule. Elle a un souhait, c'est d'entendre les policiers dire « C'est bon, on l'a attrapé ». Mais malheureusement, au bout de 15 minutes, un des policiers sort de la boutique et il lui dit qu'il n'y a personne à l'intérieur et que la pièce dans laquelle elle a été derrière, elle est complètement vide. Elina, elle reste collée contre le mur, complètement choquée, parce qu'elle ne comprend pas comment ce mec a pu disparaître et surtout supprimer toutes les preuves en si peu de temps. L'un des agents lui dit qu'il a peut-être filé juste après qu'Elina se soit barrée de la boutique, mais elle leur dit « Mais messieurs, les photos, elles étaient absolument partout. » Pendant ce temps, il y a une autre équipe de police scientifique ou criminelle, je sais pas trop comment on dit, qui les rejoignent avec tout le matériel nécessaire pour faire des analyses. Et du coup, ils se rendent dans l'arrière-boutique. À l'intérieur, ils nous expliquent qu'ils font aller une lampe bleue, et lorsqu'ils l'allument, tout change d'un coup. Sur le sol, les murs et les meubles, il y a des éclaboussures très particulières. Et mes amis, ces éclaboussures, ce n'est pas de la peinture, ni même du Coca Zéro. C'est visiblement des traces de sang. Une des policières s'accroupit et elle tire quelque chose sous le meuble renversé. Et il s'agit d'une photo. Apparemment, il l'a oublié. Et c'est de nouveau une de ces photos sur laquelle on voit une personne, là c'est une femme, qui est couchée, les yeux fermés, avec un bouquet sur la poitrine. Derrière la photo, il y a un prénom, une date et aussi un détail extrêmement glauque, parce qu'il est écrit ciseaux. Quand elle apprend ça, Elina dans sa tête, elle fait tout de suite le rapprochement avec le moment où elle a vu le fleuriste qui arrivait vers elle. Et mes amis, dans sa tête, il se passe un truc de fou. Elle se dit, mais en fait, quand j'étais dans la boutique et que le mec m'a demandé d'aller avec lui à l'arrière, il ne me demandait pas de choisir un bouquet pour ma maman, mais plutôt la façon dont il allait me buter. Parce que peut-être
que chaque bouquet correspondait à une façon d'exécuter une personne. Là, visiblement, c'est ciseaux, mais on peut imaginer couteau, hache et compagnie. Et les policiers, en voyant ça, ils se regardent parce qu'ils comprennent tout de suite que probablement que la personne qui se trouve sur cette photo, elle a disparu depuis des années. Et ils captent que ce n'est pas juste un cinglé qui collectionne des photos de clients, c'est peut-être beaucoup plus glauque que ça. Pendant qu'ils sécurisent la zone, un autre agent arrive auprès d'Elina. Il lui dit qu'ils ont lancé une alerte à toutes les équipes de police et même jusqu'à la frontière, histoire que le mec ne puisse pas sortir du pays. Là, Elina, elle essaye de se calmer, mais elle reste complètement traumatisée par ce qu'elle est en train de vivre, parce que dites-vous qu'elle est passée à ça de se faire buter. Bref, les heures passent et à un moment, un policier vient voir Elina et il lui annonce qu'apparemment le fleuriste a été retrouvé dans une gare, pas très loin d'ici, et que visiblement, dans son sac, il avait le fameux ciseau qu'elle a vu. Lorsque les policiers sur place ont essayé de l'arrêter, il n'a pas résisté. Au contraire, il a simplement souri lorsqu'on lui a passé les menottes. Évidemment, suite à ça, il y a une énorme enquête qui a été menée et selon moi, les enquêteurs, ils ont eu le bon réflexe parce que pas loin de la boutique, il y a un grand champ à côté d'une forêt et pendant plusieurs semaines, ils ont ratissé le moindre centimètre carré jusqu'à un moment où malheureusement, ils ont retrouvé des ossements humains. Après de nombreux jours d'interrogatoire, le mec a tout avoué. Et bon, il n'y a pas encore de confirmation par A plus B qu'il s'agit des ossements de la personne qui est sur la photo ou même d'une autre qui était sur une autre photo. Mais le gars a avoué avoir enterré plusieurs corps pas loin de la zone. Suite à ça, il y a quelque chose que je trouve de très triste dans cette histoire, c'est qu'Elina, je vous ai dit qu'en fait au début, elle adorait les fleurs, c'était sa passion, c'était un peu, pas sa raison de vivre, mais c'était quelque chose qui la stimulait. Mais aujourd'hui, suite à ces événements, elle déteste absolument toutes les fleurs. Elle est d'ailleurs accompagnée par une psychologue parce qu'elle nous raconte que c'est quelque chose qui l'a traumatisée, mais probablement à vie. Elle essaye tant bien que mal de reprendre une vie normale, même si tous les jours, c'est pas facile. Chaque nuit, lorsqu'elle s'endort, elle repense à ces images qu'elle a vues dans l'arrière-boutique et à tout ce qu'elle aurait pu vivre si elle n'avait pas pris la décision de pousser cette armoire sur le mec. Franchement, on peut très bien imaginer qu'elle aurait elle aussi fini sur une de ces photos. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, pour moi, à prendre avec des pincettes, d'ailleurs ça fait longtemps que je vous l'ai plus dit sur la chaîne, mais cette histoire, elle me paraît quand même un petit peu grosse, dans le sens où, malheureusement, on ne sait pas dans quel pays elle s'est passée, mais quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai un petit peu de mal à y croire, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je vous invite à reprendre une petite boisson, moi j'ai plus rien, et on se retrouve pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Elio. Elio, c'est un gars d'à peine 20 ans qui vit encore chez ses parents parce qu'il bosse pas très loin. Il économise un petit peu avant de prendre son premier appartement, et surtout, il ne veut pas laisser son chien. C'est un petit chien qu'il aime de tout son cœur et qui dort toujours collé contre lui le soir. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un duo inséparable. La vie d'Elio, elle est plutôt simple. Travail, sortie avec ses potes, soirée tranquille, un peu de jeux vidéo, enfin bref, rien de spécial, juste un quotidien normal comme des milliers d'autres. Bon, jusque-là on pourrait se dire que sa vie est presque parfaite, mais il y a un truc, depuis un moment, qui lui pourrit la vie. C'est son voisin. Ce voisin, c'est un homme d'une 50aine d'années qui est extrêmement aigri et qui passe son temps à surveiller tout le monde depuis sa fenêtre. Il ne fait que de râler quand un enfant il rit trop fort dans la rue, ou parfois il pète même un câble lorsque des gens s'arrêtent devant chez lui. 30 secondes ou une minute histoire de reprendre la route, et il y a un truc qu'il déteste par-dessus tout, mes amis, ce sont les animaux. Alors moi je vous arrête là dans l'histoire. Pour moi, quand une personne déteste les animaux, je suis désolé, je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni expert dans la matière, mais quand on en vient à détester les animaux, pour moi c'est le signe d'une grave maladie dans la tête. Et d'ailleurs prouvez-moi le contraire dans les commentaires, mais je ne peux pas concevoir que quelqu'un soit en face d'un chat et qu'il se dise je les déteste. Si une personne a une mauvaise expérience, par exemple le chat qui le griffe ou etc., je peux comprendre, mais de là à détester du plus profond de son âme des animaux, je comprends pas. Petite parenthèse fermée, mais sachez que moi, je préfère presque les animaux aux humains. Parce que les animaux, ils n'ont pas vraiment de vice. Je veux dire, les humains, ils peuvent vous la mettre à l'envers. Mais je veux dire, fou du Benalla, quand je les regarde, il y a peu de chances que ça arrive. Enfin bref, dès qu'Elio a emménagé avec sa famille, le mec a commencé à se plaindre pour tout et n'importe quoi. Parfois même lorsqu'il n'y avait aucune raison de se plaindre. Et évidemment, ça s'envenimait parce que Elio, lui, il a un chien. Notre ami, il nous précise que son chien, il n'est pas agressif du tout, il n'attaque absolument personne. Il aboie simplement, parfois la nuit, quand quelque chose passe dans le jardin ou quand il entend un bruit. Mais bon, j'ai envie de dire comme n'importe quel chien sur la terre. Parfois, il dort à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Et notre ami nous explique que son chien, il a une trappe qui lui permet de passer du jardin à la maison quand il veut. Donc en gros, il fait sa life. Les autres voisins, ils comprennent quand le chien il aboie parce que, voilà, c'est un chien. Mais l'autre fou de voisin, lui, il supporte pas ça. Parfois, il hurle au travers de la clôture pour lui dire de fermer sa gueule. Il laisse des papiers avec des insultes dans la boîte aux lettres. Il envoie des messages à Elio pour se plaindre. Et ça peut arriver jusqu'à 3 fois dans la même journée. C'est insupportable parce qu'Elio, lui, il fait tout pour calmer les choses. Il rentre son chien plus tôt le soir. Il le garde près de lui.
Mais ça ne change rien. Le voisin trouve systématiquement quelque chose à dire, même quand le chien ne fait rien. Une fois, ça lui est arrivé d'insulter la mère d'Elio juste parce que son chien avait couru dans son jardin. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce voisin, c'est le fou du bus. Je vous avertis déjà, mes amis, cette histoire, elle va être terrible. Les parents d'Elio lui disent de l'ignorer et de laisser couler parce que, ils sont presque jamais là. Ils travaillent énormément, donc, ils ne voient pas tout ça de leurs propres yeux. Mais Elio, il sait très bien que quelque chose ne tourne pas rond chez ce mec. Il a un regard bizarre, comme s'il éprouvait de la haine pour absolument tout dans la vie. Et vraiment, son regard, il est dépourvu de toute émotion. Elio, il nous explique qu'il remarque que ça monte d'un cran à chaque interaction. En fait, dès que le gars, il le croise, il lui balance toujours une phrase agressive ou un reproche ou même parfois des menaces. Et vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là. Un soir, lorsqu'Elio rentre assez tard du travail, il traverse le jardin. Et derrière lui, il y a son petit chien qui trottine. Il aboie un peu parce qu'il est content de revoir son maître. Et là, tout à coup, il entend la fenêtre du voisin s'ouvrir et sa voix qui lui hurle « Tu vas encore le laisser gueuler toute la nuit, ton putain de clébard ? Je te préviens, ça va mal finir. » Bon, Elio, il a l'habitude, il ne répond même pas, il lève les yeux au ciel, il rentre, et à force d'entendre ce genre de truc, il commence à se demander jusqu'où ce voisin est capable d'aller. Plus les jours passent, plus il a l'impression que cet homme attend le moindre geste ou la moindre occasion pour s'en prendre à lui. Et il y a un truc qu'il fait, que Elio trouve très chelou, et d'ailleurs moi aussi, c'est que parfois, au milieu de la nuit, lorsqu'Elio est sur son ordinateur ou son téléphone, en gros qu'il est encore éveillé, il regarde dans sa direction et il le voit à sa fenêtre, donc chez lui, les rideaux ouverts, en train de regarder comme s'il cherchait quelqu'un. Ce quelqu'un, on s'en doute, c'est Elio, sauf que ce qui est bizarre, c'est que c'est au milieu de la nuit. Mais bref, un matin, notre ami, il sort de chez lui pour donner à manger à son chien. Il l'appelle pour qu'il rentre à l'intérieur, mais il n'y a rien. Bon, peut-être que ce sagouin, il s'est endormi dans sa niche, donc ce que notre ami fait, c'est qu'il s'en approche, mais plus il s'approche, plus il y a un silence qui est assez inhabituel. Parce que normalement, au moindre mouvement d'Enzo, le chien, il capte, il sort et il est tout content. Mais là, il n'y a rien du tout. Elio, il s'accroupit, il regarde dans la niche et il le voit couché en train de dormir avec les yeux fermés. Bon, Elio, il le caresse, il est content de retrouver son chien, mais très vite, il se rend compte que sa respiration est bizarre. Et au-delà d'être bizarre, elle est inexistante. Bon, notre ami, il met une seconde à comprendre que son chien ne respire plus. Il le touche, il le secoue un peu, il crie son nom, encore et encore, et quand il se rend vraiment compte que son chien ne bouge plus, il se met à paniquer. Il le regarde, il l'ausculte, il ne voit aucune blessure, aucune trace de sang, en tout cas rien qui indique une blessure ou un accident, c'est juste comme si son chien s'était éteint dans la nuit pour aucune raison. Il n'était pas en mauvaise santé, il n'était pas malade, il n'avait pas d'infection ou quoi que ce soit. Et là, notre ami, il se met à pleurer parce que ça lui brise le cœur en 1000 morceaux, et là, il comprend tout de suite que c'est forcément son putain de voisin qui a fait ça. Il n'en a pas la preuve, mais il le sait, il le sent au fond de lui. Il n'y a qu'un fou furieux, une personne trop haineuse ou trop dérangée pour faire quelque chose d'aussi violent. Le seul truc, c'est que, je vous le redis, mais il n'y a aucune blessure, aucune tache de sang, ni même le signe d'un quelconque accident. Bref, il rentre chez lui, il avertit ses parents, eux, ils appellent le vétérinaire, et au téléphone, la première piste dont il parle, c'est celle d'un arrêt cardiaque, peut-être d'une maladie qui était encore jusque-là inconnue, ou de 1000 autres possibilités logiques. Mais Elio, il répète encore et encore que ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal parce que son chien était en bonne santé, il courait tout le temps, et que là, il meurt comme ça du jour au lendemain, ça tourne pas rond. Bref, notre ami, malheureusement, il pleure toutes les larmes de son corps, il reste assis près de la niche, incapable de rentrer chez lui. Et plus il repense à ces derniers mois, plus le doute s'en va. Pour lui, il en est sûr et certain, c'est pas une mort naturelle, quelqu'un est impliqué. Ce quelqu'un, il sait exactement de qui il s'agit, c'est cette espèce de troubadour qui habite la maison d'à côté et il se réjouit de le buter. Quand Elio arrive enfin à se calmer, il se met à tourner autour de la niche juste pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Il regarde le sol, il passe sa main dans l'herbe, enfin il cherche un truc ou du moins un indice, mais il ne trouve rien. Alors il avance encore et encore et c'est là que son regard, il se pose sur un truc minuscule à côté de la niche. C'est un petit caillou qui est beige, qui est posé dans l'herbe, et il n'a rien à faire là parce qu'il n'y a aucun caillou dans son jardin. Bon, Elio, il le ramasse sans même se demander pourquoi, et tout de suite, il comprend que ce même type de caillou, il sait qu'il y en a à un seul endroit dans le quartier, c'est dans le jardin de son voisin. C'est une sorte de gravier très particulier qu'il utilise dans son allée et tout de suite, il comprend que s'il y a un caillou de chez le voisin collé juste à côté de la niche, ça veut forcément dire que ce trou de balle, il est venu en pleine nuit juste devant la niche où dormait son chien. Elio, il a le caillou dans sa main, il le regarde dans tous les sens et en regardant de plus près, il voit un truc encore pire. Il y a de minuscules traces qui sont bleues, comme une sorte de poudre qui est écrasée. C'est quasi invisible, mais quand on regarde bien, on le distingue. Du coup, il frotte doucement avec son doigt,
et la poudre, elle s'accroche à sa peau, et dans sa tête, tout se met en place. Le voisin, donc le fou furieux, depuis des mois, il menace de tuer son chien ou de s'en prendre à lui, et vu que maintenant il trouve ce caillou avec cette poudre bleue juste à côté de la niche, bizarrement, le lendemain de la mort de son chien, bah on est d'accord, il n'y a pas photo, il n'y a aucun doute, c'est probablement ce mec qui l'a tué. Bon, là notre ami, il nous fait une confidence, c'est que si vous lui donnez le moindre objet pointu, le voisin, il est mort. Mais il arrive à se contenir, il ne dit rien, il rentre, il téléphone encore une fois au vétérinaire pour lui expliquer ce qu'il vient de trouver. Mais là, au téléphone, on lui dit, bah écoutez monsieur, nous on ne peut rien prouver, on peut pas vous garantir que c'est ça, parce qu'un chien, comme un humain, il y a mille et une façons de mourir. Donc si vous voulez, on peut approfondir la cause du décès, mais par contre, bah, ça coûte cher, il faut faire une autopsie, et même là, c'est pas garanti qu'on arrive à démontrer quoi que ce soit. Et Elio, lui, quand le vétérinaire lui explique ça, il a juste l'impression qu'il en a rien à secouer de la mort de son chien, donc il devient foudrage, et il raccroche. Il ressort dans son jardin, il regarde encore et encore autour de la niche, il cherche d'autres cailloux, d'autres traces, il essaye de comprendre comment le voisin a pu approcher sans que personne n'entende rien. Mais en réalité, ça paraît très simple. Il a sûrement juste attendu que tout le monde s'endorme. Il est passé par-dessus la clôture, il a posé quelque chose au sol, et c'est terminé. Notre ami, il est hors de lui, donc il sort de chez lui, il se dirige directement vers son voisin, il bourrine sa porte, et au bout d'un moment, elle s'ouvre. Dans l'encadrement de la porte, il y a son voisin qui apparaît, comme d'habitude, avec son regard très froid et un visage très fermé. Notre ami, il tend le caillou devant lui, il lui dit qu'il a trouvé ça dans son jardin, et qu'il sait qu'il est venu pendant la nuit pour mettre quelque chose au sol et que son chien est mort juste après ça. Et à ce moment-là, le voisin ne l'écoute même pas. Il lève les yeux au ciel et lui dit qu'il raconte n'importe quoi. Il s'énerve en lui disant qu'il n'a rien à faire chez lui et que si jamais il voulait pas que ça arrive, eh bien qu'il avait qu'à mieux surveiller son chien, plutôt que de jouer les détectives ou quoi que ce soit. Bon, Elio, là il sent que ça monte, il est à deux doigts de lui péter la gueule jusqu'à qu'il crève. Ce qu'il fait, c'est qu'il recule, histoire de ne pas lui mettre une droite. Sauf que le voisin, il ne s'arrête pas. Il continue de parler et lui balancer des phrases hyper méchantes. Il lui dit que généralement les chiens bruyants ne font pas long feu dans le quartier, et qu'en plus de ça, ben, il était moche, donc ce n'est pas une grande perte. Mes amis, je m'autocoupe, mais sachez que si quelqu'un dit ça de fou du Benalla, il est mort. Pour moi, quand on a des animaux, on ne peut juste pas entendre la moindre critique envers eux. Donc moi, si je sais que quelqu'un vient de s'en prendre à un de mes chats qui vient de le tuer, et qu'en plus cette personne ose me dire droit dans les yeux qu'il était moche, mais alors mes amis, je finis dans un fait divers, mais comme vous n'en aurez jamais vu de votre vie. Je ferai la une de tous les journaux, mais ça va être terrible. Donc là, dans l'histoire, je suis très admiratif de la patience d'Elio et de la façon qu'il a à prendre sur soi, à ne rien dire, parce que sachez que le mec, je l'aurais déjà buté depuis longtemps. Bref, Elio, il voit que dans la façon de parler du voisin, il n'en a rien à péter de son chien. Et c'est limite, s'il est fier, ou même s'il assume ce qu'il a fait, sans même se cacher. Là, Elio, il serre le caillou tellement fort dans sa main qu'il a l'impression qu'il va le briser en mille morceaux. Il lui dit simplement, je vais appeler les flics, je vais porter plainte. Et lorsqu'il lui dit ça, le voisin, il change d'un ton d'un coup, il s'approche de lui, il le fixe comme un fou furieux, et il lui dit une phrase dont Elio se souviendra toute sa vie. Continue comme ça, et tu finiras comme ton chien, couché dans une niche. Cette phrase, elle glace le sang d'Elio, et pendant une seconde, il ne parle plus du tout. Il recule, il sort son téléphone, et il répète qu'il va prévenir la police. Et là, le voisin, il éclate de rire avant de lui claquer la porte au nez. Notre ami, il se retrouve seul dans la rue et il se dit que ça ne peut pas s'arrêter comme ça parce que ce malade, il vient de franchir un point de non-retour. Il s'agit plus juste d'un voisin très chiant, il s'agit d'un meurtrier, d'un mec qui vient de buter un animal et qui maintenant menace de s'en prendre à son propriétaire, donc à un humain. En pensant à ça, Elio, il n'hésite pas, il compose le numéro de la police, il leur explique tout, les mois de menaces, les insultes, son chien retrouvé mort, et au téléphone, on lui dit que quelqu'un va passer pour voir ce qui se passe. Du coup, quand Elio il raccroche, il est un petit peu soulagé, mais pas tant que ça, et surtout, il est sûr d'une seule et unique chose, c'est qu'avec les preuves qu'il a accumulées et qu'il a retrouvées, eh bien, ce malade, normalement, il va pas s'en sortir comme ça. Après son appel, il se dit qu'il va attendre dehors dans son jardin pour garder un œil sur la maison de son voisin, simplement au cas où il essayerait de partir ou de cacher quelque chose. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend auprès de la niche de son chien, et au bout de quelques minutes, il entend un bruit très sourd de l'autre côté, comme une porte de cabanon qu'on ouvre violemment. Et là, il voit le voisin qui s'approche de lui, comme s'il était prêt à exploser de rage. Elio ne bouge pas, il se dit qu'il faut continuer d'observer et de rester prudent, parce que ce fou du bus n'a plus aucune limite. Mais plus le mec s'approche, plus Elio voit que dans la main, il a une pelle, et à ce moment-là, il comprend qu'il n'a même plus le choix. Soit je me tape avec lui, soit je finis couché dans une niche. Il essaye tant bien que mal de reculer, mais le voisin, il traverse son jardin, il passe la clôture en sautant presque par-dessus, et Elio n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'il reçoit un premier coup de pelle dans la tête. Ça l'assomme pas, mais c'est assez pour lui faire perdre l'équilibre, et surtout, il a du sang qui coule sur le côté de sa tête. Et à ce moment-là, il tombe à genoux par terre, et il comprend que
son voisin en fait, c'est le vrai fou du bus originel, genre il ne rigolait pas. Quand il disait qu'il allait le buter après le chien, c'était pas une blague, c'était vrai. Notre ami, il essaye de se relever, mais le voisin, il revient vers lui, prêt à recommencer et à le frapper. Donc Elio, il met ses bras devant son visage comme s'il voulait se protéger, mais il ne peut rien faire d'autre. Il n'a même pas le temps, malheureusement, de crier à l'aide, que l'homme lui redonne un deuxième coup. Et là, dans sa tête, il se dit, ça y est, je suis mort. Mais, mes amis, heureusement qu'il a appelé la police juste avant, parce qu'à ce moment précis, il entend les sirènes de police qui arrivent juste dans la rue. Les agents sortent de la voiture avant même qu'elle soit complètement arrêtée. Il voit la scène de loin, il crie à l'homme de lâcher immédiatement ce qu'il a dans les mains. Il s'approche à toute vitesse, il hurle encore et encore. Et le voisin, il les voit, il hésite une seconde avant de lâcher ce qu'il a. Et ce qu'il fait, c'est qu'il s'enfuit et il court en direction de son jardin. Du coup, les policiers le prennent en chasse, ils sautent la clôture eux aussi. Ils passent près d'Elio, l'un d'eux s'arrête pour vérifier qu'il respire encore et lui apporter les premiers secours. Le voisin, lui, pendant ce temps, il essaye de rejoindre son cabanon qui est dans son jardin. Mais très vite, un des policiers lui met un RKO, il lui saute dessus, il le maîtrise et il lui passe les menottes. Elio, il reste au sol quelques secondes parce que il a la tête qui tourne, il a le visage qui brûle, qui est en sang. Il voit très trouble, enfin, il est dans un état catastrophique. L'agent, il a le bon réflexe, c'est d'appeler une ambulance et il lui demande de venir très rapidement. Mais Elio lui dit, ça va, je suis pas en forme, mais je vais pas canner. Et il arrive même lui expliquer qu'en fait, il les a appelés parce qu'il savait que ça allait mal finir et que s'il ne l'avait pas fait, c'était fini pour lui. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive à son tour, ils prennent en charge Elio, ils stabilisent sa tête, ils nettoient toutes les blessures et ils posent des bandages. Elio, sa préoccupation, c'est de savoir si les policiers ont mis la main sur le voisin. Et ils le rassurent, ils lui disent oui, il est menotté, il est dans la voiture et promis, il ne fera plus jamais de mal à quelqu'un. Plus tard, au commissariat, les policiers reviennent vers notre ami avec des informations supplémentaires. Ils lui disent qu'ils ont effectué une perquisition dans sa maison et ils ont fouillé son cabanon. Et visiblement, ils ont trouvé exactement ce qu'Elio savait déjà, c'est-à-dire un sachet qui contient le poison qui a probablement tué son chien. C'est une poudre bleue identique à celle retrouvée sur le caillou. Donc à ce moment-là, tout colle, ça confirme exactement ce qu'il pensait. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une mort naturelle. C'est ce troubadour qui a planifié la mort de son chien et que la prochaine étape, c'était de s'en prendre à son propriétaire, donc notre ami Elio. Quand les policiers lui expliquent tout ça, Elio, il ne réagit même plus. C'est comme s'il était complètement anesthésié, il est tellement fatigué qu'il ne dit rien, il ne ressent rien. Et en fait, il nous explique que c'est 10 minutes plus tard, lorsque ça s'est un petit peu calmé, que malheureusement, les larmes coulent. Il a capté que depuis ce jour, il ne reverra plus jamais sa petite boule de poil, son chien, son meilleur ami, l'amour de sa vie, vraiment, il ne le reverra plus jamais. Et la seule chose qui l'aide un tout petit peu à aller mieux, c'est de savoir que ce mec, il ne sortira pas de sitôt de prison. Qu'en plus de ça, il a été pris en flagrant délit en train d'agresser un humain. Donc, probablement qu'il va prendre une peine assez conséquente. Évidemment, il y a un bon nombre de charges qui pèsent sur le voisin. Acte de cruauté, coups et blessures mortelles sur animal, coups et blessures sur un humain, tentative d'homicide volontaire. Donc j'ose imaginer qu'avec un dossier comme ça, on est probablement numéro 1 dans la file d'attente pour la prison. Les parents d'Elio, ils sont prévenus, ils le rejoignent à l'hôpital et ils s'excusent de ne pas l'avoir cru plus tôt. Car s'ils avaient porté plainte avant que ça se passe, tout ça aurait pu être évité. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas changer le passé. Quelques jours plus tard, Elio sort de l'hôpital, il a un bandage autour de la tête, enfin vraiment il est dans un état terrible, mais au moins il est vivant et il s'attache aux bons souvenirs qu'il a avec son chien, même si lorsqu'il rentre chez lui, il nous raconte qu'il fond en larmes parce que sa maison elle paraît tout de suite beaucoup plus vide, parce que normalement, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il rentre à la maison, on entend son chien qui arrive en courant, et là malheureusement, le seul bruit qu'il entend, c'est celui de la machine à laver qui est en train de tourner. Voilà, c'est la fin de cette histoire mes amis, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est très particulière parce que pour moi, quand ça touche à des animaux, c'est les pires histoires. Parce que vous le savez peut-être pas, j'imagine que vous l'avez deviné, mais moi j'adore les animaux. J'ai 2 petits chats qui sont beaucoup trop choux et franchement, je m'imagine pas une seconde qu'on puisse leur faire du mal. Et sincèrement, je me dis, mais si quelqu'un ose par malheur toucher à mes chats, je rigole pas, mais je pense sincèrement que la violence animale, c'est une des causes qui pourrait me faire buter quelqu'un. Enfin bref, on n'en est pas là. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez bien soin de vos animaux et j'ai un truc qui me vient en tête, j'y ai pas pensé mais ça me vient comme ça. Petite morale qui n'a pas grand chose à voir avec cette vidéo, mais on approche des fêtes, Noël c'est dans quelques jours. Si vous avez pour idée d'offrir un animal à quelqu'un de votre famille, à un ami ou etc., partons du principe qu'il s'agit d'une belle idée de merde, parce que peut-être que cette personne elle n'est pas en capacité de l'assumer, elle n'est peut-être pas en capacité de s'en occuper, et c'est d'ailleurs ce genre de cas qui conduisent le plus à un abandon. Mes amis, rappelez-vous que vous êtes un humain, vous êtes autonome, vous pouvez vivre, respirer de vous-même. Si vous avez faim, pas de souci, vous allez au supermarché acheter quelque chose et tout va bien. Un animal domestique, par principe, n'est pas autonome. Il dépend à 100% de vous, ça veut dire que si là, aujourd'hui je ne nourris plus mes chats, eh bien l'issue est tragique. Donc première chose, des animaux de compagnie ne sont pas des jouets, si vous en avez, vous vous en occupez très bien, comme si c'était la prunelle de vos yeux, vraiment ça doit être votre priorité, parce que si vous les oubliez ou vous en occupez mal, c'est terrible pour eux. Deuxième chose, si vous prenez un animal, c'est à la vie à la mort. Ça veut dire que vous vous engagez, au moment où vous adoptez un animal, d'être là pour lui toute sa vie, jusqu'à que malheureusement la mort vous sépare. Donc à toutes les personnes qui abandonnent des animaux sur le bord de la route ou parce qu'ils
partent en vacances, à toutes les personnes qui abandonnent des animaux sur le bord de la route ou parce qu'ils partent en vacances, au même titre que l'harcèlement, sachez que j'éprouve un profond mépris pour vous. Et faut pas me dire qu'on a tous nos raisons, etc. Pas du tout, parce que quand on adopte un animal au début, on sait très bien ce que ça implique. Donc inutile de débattre sur ça, n'abandonnez jamais un animal s'il vous plaît. Et si malheureusement c'est une nécessité et vous êtes obligé de le faire, sachez qu'il existe des associations, des refuges, etc. Donc si malheureusement c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, s'il vous plaît, faites les choses proprement, pensez à votre animal plutôt qu'à vous-même. Amenez-le dans un refuge, amenez-le dans une association, faites les choses bien, mais ne le lâchez pas au milieu de la route ou même dans la nature. Sachez que si vous faites ce genre d'action que je viens de citer, je vous considère à peu près comme une merde et je n'éprouve pas beaucoup de respect pour vous. Désolé, je me suis un petit peu emporté, mais ça m'a fait penser à ça, parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année, là ça parle d'animal, et je me suis souvenu qu'en fait il y a tellement d'abandon d'animaux, c'est terrible. Et ces derniers temps, j'arrête pas de voir des trucs sur les réseaux sociaux qui me brisent le cœur, des animaux qui sont abandonnés, des animaux qui sont maltraités, et ça, c'est un sujet qui me touche un peu. Enfin bref, merci beaucoup mes amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Je crois qu'on se revoit pile le jour de Noël, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un jour avant, mais dans tous les cas, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour ce que vous m'avez fait vivre durant cette année, c'était juste incroyable. J'ai énormément de belles choses qui arrivent en 2026 et j'espère que ça va vous plaire. Il y a notamment la BD en fin d'année, un nouveau format entre guillemets qui arrive dans quelques jours. C'est pas vraiment un nouveau format, c'est juste je me pose dans un fauteuil et je raconte vos histoires sans cut. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Profitez bien avec vos proches durant les fêtes de fin d'année, profitez pour vous en reposer avant d'attaquer 2026 comme il se doit. Merci beaucoup pour tout ce que vous me faites vivre, vous avez réalisé mes rêves. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous prenez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.